Bonjour. Alors, IRESCA signifie donc Initiative internationale pour la responsabilité sociale des cadres. Comme vous en doutez, je vais vous parler des cadres, mais pas seulement. Et puis, après tout, je suis là pour ça. IRESCA, donc, voilà le plan, c'est un espace de dialogue pluriel. On note que, en ce qui concerne les cadres, plutôt une formation d'ingénieurs ou de managers individualistes, les lieux de confrontation ne sont pas si nombreux que cela. Ensuite, on parlera de la mise en pratique de l'éthique, les conditions réelles d'exercice de la responsabilité sociale. Est-ce que ça débouche, par exemple, sur des pratiques? Sinon, à quoi ça sert? Ensuite, nous parlerons du discours éthique. Est-ce que les cadres se reconnaissent dans le discours éthique de l'entreprise, dans les valeurs affichées ou dans les valeurs réelles pratiquées dans l'entreprise? Ensuite, nous verrons la confrontation des points de vue. Tout à l'heure, Christelle Didier a parlé du whistleblowing. Je parlerai plus spécifiquement du droit d'alerte, comment il peut être... D'abord, comment il peut évoluer, puis ensuite, comment il peut être utile. Et enfin, je parlerai d'un outil qu'IRESCA, avec la collaboration de certains intervenants externes, a mis en place, qui est un outil de dialogue interactif. Alors, deux mots sur IRESCA, il faut bien se faire un petit peu de publicité pour cet organisme. Alors, c'est un espace de dialogue, je le disais, et sur les problèmes d'encadrement, sa spécificité, c'est de réunir autour d'une charte que nous appelons un manifeste, des organisations syndicales, deux organisations syndicales, des organisations professionnelles, donc patronales, entre guillemets, des ONG, des établissements d'enseignement en France et également des syndicats à l'étranger. Donc c'est un lieu très, très pluriel et puis qui réussit à dialoguer sur ces sujets, sur le sujet de la responsabilité des cadres. Et ça dure depuis un certain temps, ce qui en soi est déjà un exploit. Alors pourquoi les cadres? Bon, la définition des cadres n'est pas du tout, enfin, dans notre esprit, simplement une question d'affiliation à une caisse de retraite ou de statut. C'est que les cadres ont une responsabilité particulière. Bon, je ne vais pas beaucoup parler de la crise, définir ce que c'est que la crise, mais enfin, admettons l'une des manières dont on peut l'aborder, c'est que la crise, c'est le passage, en général, entre deux situations d'équilibre. Et pour faire ce passage, eh bien, on a besoin de responsables qui ont une certaine autonomie, ce qui va permettre la réactivité des entreprises, qui ont de l'initiative, ce qui va permettre de l'adaptation, et qui ont des savoirs. Nous sommes dans une société de savoir, et pour nous, le cadre, eh bien, c'est un petit peu quelqu'un qui a de l'autonomie, de l'initiative, et des savoirs, et qui va ainsi pouvoir transmettre dans l'entreprise les évolutions des rapports avec l'extérieur, qui va pouvoir être un outil de transmission. Alors évidemment, c'est pas une situation facile, c'est-à-dire que non seulement dans une situation de crise, ça doit être un outil de transmission, mais c'est surtout des gens qui sont pris un petit peu entre deux feux, c'est-à-dire entre des exigences, notamment de la part des actionnaires, des exigences de rentabilité qui vont parfois pousser à un certain nombre d'excès, et puis leurs responsabilités, ils sont responsables de la sécurité d'une équipe, ils sont responsables de l'honnêteté des comptes, ils sont responsables d'un certain nombre de choses, d'où des dilemmes que très souvent, ils ressentent à titre personnel et individuel, d'où, on y reviendra quelques instants tout à l'heure, des problèmes qui peuvent être dramatiques. Alors, la réflexion éthique nécessite, c'est du moins notre point de vue, une confrontation organisée. Pourquoi? Parce que c'est une condition sine qua non pour la responsabilisation des acteurs. S'il n'y a pas de confrontation, on ne va pas pouvoir écouter les revendications des uns et des autres, et on n'aboutira pas à quelque chose qui soit partagé.
je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières ou essayer de le faire sur des exemples récents, mais je voudrais simplement revenir sur quelques événements qui ont défrayé la chronique en matière notamment de centres de recherche. Alors pourquoi des gens qui sont des cadres, des ingénieurs plutôt choyés au point de vue salaire, au point de vue conditions de travail, sont-ils arrivés à certaines extrémités? Nous avons fait une enquête, enfin quand je dis nous, au sein d'IRESCA, je représente la CFDT cadre, et nous sommes aperçus nous avons fait quelques constats. C'est que finalement on essayait de gérer les hommes, Just Time et compagnie, enfin il y a des gens beaucoup très au fait des processus et des enseignements managériaux, et on ne gère pas les équipes d'hommes comme ça, c'est-à-dire quand il n'y a pas la possibilité de s'exprimer sur ce qu'on vous demande, fabriquer un plan de voiture pour dans 3 ans, etc., eh bien on aboutit à des situations de blocage qui se traduisent notamment au niveau d'un retrait individuel et avec à l'extrême des situations qui peuvent être extrêmement dramatiques. Donc la confrontation, c'est pas simplement la bagarre, la confrontation organisée, c'est un moyen d'enrichir le devenir de l'entreprise et notamment dans des situations de crise ou dans des situations où il faut une forte évolution. Mise en pratique de l'éthique, le maillon faible. Alors, on sait que les crises, il y a eu des ouvrages, des publications là-dessus, génèrent, quand une entreprise, par exemple, adopte un code éthique, c'est généralement à la suite d'une crise, plus ou moins passagère, plus ou moins grave. On ne le fait généralement pas spontanément dans les entreprises, qui oblige, par exemple, à modifier les rapports avec les clients, les rapports avec les fournisseurs, les rapports avec les ONG, etc. Ces exercices de responsabilité au niveau de l'entreprise, que veulent-ils dire s'il n'y a pas en même temps une responsabilisation du cadre? Pas de RSE sans RSC. L'un est une condition de l'autre. Et là encore, quand on interroge un petit peu le terrain auprès de cadres, on entend un petit peu trop souvent dire « oui, la RSE, c'est la danseuse du patron ». Et de l'autre côté, des patrons qui découvrent que la responsabilité sociale des cadres, ça peut être quelque chose d'important pour l'entreprise. Alors, les cadres sont appliqués dans des décisions à condition que, je ne vais pas citer toutes les conditions, on n'est pas là pour parler de management de l'entreprise, j'en vois 3 principales. Multicritères de la prise de décision. Il faut faire un équilibre entre l'économique, l'écologique, le social, le sociétal. C'est pas facile. Il faut la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus amené à construire une décision par confrontation des points de vue. Et il faut aussi qu'on mette dans le coup un maximum de parties prenantes. Il faut que le diagnostic soit partagé entre des acteurs différents. Ce sont 3 conditions, pas les seules évidemment, essentielles pour qu'on passe d'un discours à une mise en pratique du management responsable et autres. Et puis, ça veut dire aussi interroger le collectif. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une situation avec un risque, et quand le risque débouche sur une catastrophe, eh bien, on s'aperçoit, alors c'est vrai pour les accidents d'avion, c'est vrai pour l'explosion d'une usine à Toulouse, etc., qu'en fait, il y a un arbre de causes et qu'il y a toute une série de difficultés qui se sont accumulées. Donc, c'est bien en interrogeant le collectif et non pas un tel individu ou tel responsable qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et qu'on va pouvoir, par exemple, combattre le risque. Alors, tout cela, ça doit peser sur les pratiques managériales, c'est-à-dire que responsabilité sociale de l'entreprise éthique, si ça ne se traduit pas dans une évolution des pratiques managériales, eh bien, c'est de la com. Excusez-moi d'être un peu dur, mais je pense que c'est la réalité. Se reconnaître dans le discours éthique. Tout d'abord, une chose, c'est que la responsabilité sociale de l'entreprise, on peut la définir, on peut lire ça dans des chartes, dans des travaux divers et variés, mais en fait, il faut que ça soit compris par tout le monde, et à peu près de la même façon, même si tout le monde ne comprend pas exactement les choses de la même manière. Je vais prendre un exemple simple. Quand on dit sauvegarde de l'emploi,
Sauvegarde de l'emploi, est-ce que ça veut dire j'ai des salariés que je garde et puis je me garde une marge sur les intérimaires, ou j'ajuste mes engagements, mon personnel en fonction des commandes, mais j'ai préparé le personnel à des évolutions par la formation. Deux lectures différentes de la préservation de l'emploi. Bon, est-ce que tout le monde dans l'entreprise a bien ce type de lecture ? Je ne vais pas, loi autorégulation, juste une petite remarque. Quelqu'un tout à l'heure disait réutiliser le code du travail. Autorégulation, c'est-à-dire c'est tous les codes, les chartes, etc. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une efficacité qui est extrêmement différente entre la loi et vous avez beaucoup de recours qui vont se faire au nom de la loi, au nom du manquement des obligations légales, etc. Relativement peu, qui se font au nom et très peu souvent des chartes éthiques établies par les entreprises. Il y a une différence de point de vue. Alors, d'où le questionnement nécessaire, si vous voulez, sur la nature de ces engagements de l'entreprise, sur la nature de ces chartes éthiques. Et puis, écart entre le discours et les actes. Nous avons fait une enquête. Alors, je suis désolé, le traitement de texte m'a amené à faire une petite erreur, donc on va rectifier ça. Donc, nous avons mis en place un questionnaire auprès des cadres. Nous avons 2003 ou 2400 réponses, un questionnaire interactif, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, en fait, l'histoire des lignes et des colonnes, oubliez tout. Donc, il y a trois séries de trois colonnes. Je commence par celle de gauche. On a noté dans les réponses à ce questionnaire des décisions qui sont contraires qui sont contraires à l'éthique des cadres qui ont été interrogés, qui ont répondu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand donc les trois colonnes qui sont sur votre gauche, quand il y a une décision contraire, un décalage en ce qui concerne l'intérêt de l'entreprise. Alors, en bleu, j'estime que ce qu'on me demande de faire, c'est contraire à l'intérêt de l'entreprise. En bleu, c'est j'ai pas le choix. Bien chef, oui chef, etc. J'y vais, même si je pense pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. En rouge, je tente d'expliquer, je biaise. Et en jaune, je refuse. Deuxième série de colonnes en ce qui concerne la législation, c'est-à-dire ce qu'on me demande de faire, je suis pas d'accord parce que la législation dit qu'il faut faire que c'est pas bien, qu'il faut pas faire ça. Alors là, la réponse est un petit peu différente. Je n'ai pas le choix, il y en a quand même qui se laissent faire en bleu. Je tente d'expliquer, je tente de biaiser, il y en a pas mal. Et là quand même, il y en a beaucoup qui refusent. Et puis, troisième résultat de questionnement, c'est ce qu'on me demande de faire, je ne suis pas d'accord, parce que c'est pas la règle interne, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'il y en a la charte de l'entreprise, c'est pas ce qu'a expliqué la direction aux actionnaires, aux ONG, etc. Et là, bon, vous voyez le résultat, il y a quand même une assez forte résistance, un certain refus. Protéger la confrontation des points de vue. Donc c'est très important pour faire évoluer les choses. D'abord une remarque, il y a la liberté des salariés, il y a la liberté de l'entreprise. C'est pas tout à fait la même chose. Au nom de la réconciliation dans la responsabilité sociale, au nom de l'éthique, on n'a pas forcément exactement le même point de vue. Chacun prend ses risques. L'entreprise, par exemple, en matière de RSE, va prendre des risques d'image. J'ai inscrit dans ma charte que je ne faisais pas ceci ou que je ne fais pas cela, et puis, manque de chance, je suis obligé de fermer une usine, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire ça. Le cadre aussi prend des risques. La preuve, il y a des séquestrations, il y a des choses qui sont un petit peu regrettables dans ce domaine. Donc, la liberté de l'entreprise, la liberté du salarié, c'est pas exactement la même, évidemment, dans la confrontation des points de vue. La responsabilisation du cadre implique une
certaines libertés. Alors tout à l'heure, Christelle Didier parlait du whistleblowing. Je vais en reparler un petit peu, mais sous un angle un petit peu différent, qui est la protection du lanceur d'alerte. Alors d'abord, une chose, je vais exprimer la vision d'une centrale syndicale, c'est pas forcément celle de tout le monde. Qu'on ne s'illusionne pas, pour nous, le lanceur d'alerte, c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi à n'importe quel sujet pour n'importe quel objectif. Si j'aime pas mon chef, je vais pas dire que je sais pas, il se met les doigts dans le nez ou qu'il dort pendant son travail, ou ça n'a pas de rapport avec le... Donc il faut vraiment que ce soit dans des conditions encadrées, et non pas, encore une fois, déboucher sur n'importe quel type de délation. Alors, ce que nous constatons, c'est que la protection du lanceur d'alerte, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça veut dire, il y a quand même quelques chiffres, 25 à 40% des crimes et délits sont révélés dans les grandes entreprises, sont révélés par des donneurs d'alerte. Et 61% des personnes qui ont eu à connaître des situations difficiles n'en ont pas fait état par crainte d'être placardisées, renvoyées. Christelle évoquait tout à l'heure quelques cas de ce type pour des ingénieurs, des cas assez dramatiques, mais enfin, dans la vie quotidienne de l'entreprise, ça peut arriver aussi. Alors ce que nous constatons, c'est que d'abord, au niveau français, nous avons, en ce qui concerne les donneurs d'alerte dans les grandes entreprises, le problème des PME est encore beaucoup plus difficile. Je parle des grandes entreprises. Nous avons d'abord plus un catalogue de protection qu'une vraie protection au niveau professionnel. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est à peu près couvert. L'environnement à peu près aussi. Mais on n'a pas un droit du lanceur d'alerte, de la protection du lanceur d'alerte qui couvre l'intégralité. Ça existe dans certains pays. Par exemple, dans le Royaume-Uni, il y a un droit beaucoup plus protecteur. Alors, si je cite cela, c'est pas simplement pour favoriser ou faire l'éloge de la délation, etc. C'est parce que ça paraît extrêmement important dans une entreprise que quand un salarié, dans des conditions encadrées, un cadre, dans des conditions précises, a à s'exprimer sur quelque chose qui ne marche pas, eh bien, il puisse s'exprimer sans avoir peur des conséquences que ça peut arriver. Parce que c'est l'intérêt de l'entreprise. Si une grande entreprise, n'est pas capable d'entendre que des gens sérieux disent des choses sérieuses et alarmantes en ce qui concerne l'entreprise, et que en tenir compte, c'est dans l'intérêt de l'entreprise, à quoi ça sert de parler de management responsable? Là, on est dans la com, on est dans le discours. Donc, si l'entreprise n'est pas capable d'entendre ce genre de discours de la part de ses salariés, si elle ne sait pas mettre en place les dispositifs qui vont permettre de faire remonter l'information, eh bien, il y a déjà des questions à se poser en ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise. Je vous parlais tout à l'heure d'un questionnaire interactif qui existe, qui est toujours accessible, et dont je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai débarré. 1 minute. Oh, il est dur. Alors, donc, c'est un questionnaire interactif qui est encore accessible. Je vous donnerai les coordonnées pour ceux que ça intéresse. À partir de 3 critères, ce que je sais, alors ce que je sais de la législation, ce que je sais des obligations des cadres, ce que je fais et ce que fait mon entreprise. Alors, ce que je fais et ce que fait mon entreprise, c'est pas toujours la même chose. Voilà, un diagramme intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez... Oui, ça doit se lire à peu près. On voit que, en ce qui concerne l'analyse pour l'entreprise, il y a une différence de perception ce que fait l'entreprise en matière de responsabilité sociale entre la direction et les cadres et autres salariés. Ce qui veut dire que, on pourrait, je ne vais pas multiplier les diagrammes,
Ce qui veut dire quand même qu'il y a un certain nombre de dirigeants des entreprises qui se font des illusions sur la façon dont les employés, les salariés ressentent les choses, et ça serait peut-être bien qu'ils soient conscients de ce genre de choses. C'est pour ça que nous avons fait ce genre d'outils, ce genre de questionnaire. Alors, c'est le dernier. Hein. Donc, le réseau IRESCA, je vous l'ai décrit brièvement tout à l'heure. Notre but, hein, c'est de favoriser le développement des actions en entreprise en matière de responsabilisation. Je vais vous parler de ce questionnaire réponse. Notre souhait, et nous avons commencé une démarche dans ce sens, c'est de le mettre à disposition des entreprises, des consultants, enfin des gens qui sont des prestataires en matière de conseil au management aux entreprises, pour que justement ils puissent s'en servir. Et puis, autour de ça, prendre ou conseiller les formations, les interventions qu'ils jugeront nécessaires. Donc, nous avons ce questionnaire qui est à disposition, tel qu'il est. Le cœur est gratuit, si vous voulez. IRESCA, comme vous pouvez vous en douter, n'a pas de but commercial. Et nous avons également des casothèques, c'est-à-dire une banque de données de cadres qui se sont retrouvés face à des dilemmes. Alors ça peut être intéressant, je l'utilise assez souvent dans des interventions dans des écoles, mais ça peut être intéressant aussi pour la formation dans les entreprises. Voilà, alors je termine par un petit appel, c'est que vous avez là les coordonnées d'un site. Nous allons organiser à destination des consultants et à destination des entreprises des présentations, hein, donc il y aura un agenda de ces présentations pour justement voir si ça intéresse ces consultants, ces entreprises d'utiliser ce type de produit. Voilà, merci.